milliers de paysans de Linares qui ne croyaient plus à leurs droits. Chonchol, c'est l'homme de la révolution. Vous vous déplacez toujours pour la mise en pratique de cette réforme agraire. Vous allez toujours sur les lieux où elle doit être appliquée. En général, le gouvernement a accordé qu'au lieu de que tous ces conseils aient lieu dans la capitale, à Santiago, ils soient déplacés et dans chaque province où on fait des expropriations qui correspondent à la province, on fait le conseil dans la capitale de la province. Alors, il y a l'occasion de participation et d'assistance des paysans et des conseils paysans. Alors, on vous a vu manipuler beaucoup de papiers. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous preniez ces papiers? C'est que pour exproprier n'importe quelle ferme d'après la loi, il faut présenter, il faut faire une étude technique et une étude juridique de la situation de la ferme pour justifier l'expropriation qui doit, parce que la propriété doit remplir certaines conditions légales pour être expropriée. C'est-à-dire qu'en général, elles sont de quelle superficie, ces yeux? D'après la loi, toutes les propriétés qui sont de plus de 80 hectares irriguées de la vallée centrale ou l'équivalent en terre d'autres surfaces ou d'autres qualités sont expropriables par dimension. Et en même temps, on peut exproprier n'importe quelle propriété qui soit mal travaillée ou abandonnée. Ce sont les deux principales raisons d'expropriation. Est-ce que vous ne vous heurtez pas à une résistance des propriétaires terriens, Président? Au début, une résistance assez importante, mais maintenant je crois qu'ils commencent à voir que la décision du gouvernement, c'est d'appliquer la loi avec le plus vite possible afin de finir cette situation et de pouvoir, n'est-ce pas, redistribuer la terre aux mains des paysans d'après ce qui est établi dans la loi d'informe agraire. Près de Villarrica, dans le sud du pays, M. Wagner n'a pas encore été dépossédé de sa propriété de 4000 hectares et de ses 2500 têtes de bétail, dont 10% de la valeur estimée lui seront payés au comptant et le reste en bons du gouvernement remboursable en 20 ans. Son père, un commerçant allemand qui avait fait fortune au Chili, a acheté cette terre au début du siècle et fait construire la somptueuse villa dans laquelle vit aujourd'hui la famille Wagner. Conformément à la loi, M. Wagner devrait pouvoir conserver sa demeure et 80 hectares de terre. Mais pour combien de temps? À dater du 1er mars 1971, M. Wagner est exproprié. Ça a été publié dans les journaux officiels. Et qu'allez-vous faire de sa maison? Si la maison passe dans les mains des paysans, nous installerons un centre de formation professionnelle ou une école agricole. Avez-vous la possibilité d'un recours juridique pour conserver non pas vos 4000 hectares, mais au moins une partie de votre propriété et votre maison? La loi envisage certaines possibilités que je veux utiliser jusqu'au bout pour pouvoir garder ce à quoi j'ai droit. Yo voy a usar todos y cada uno de estos caminos y no voy a dejar de preocuparme de conservar lo que es mío. Monsieur Wagner ayant été exproprié, comment se fait-il que la Cora ne soit pas entrée en possession de ces terres? Nous n'avons pas encore pris possession de ces terres à cause d'un certain nombre de problèmes administratifs et légaux, mesures du terrain, valorisation du capital d'exploitation, etc. Mais nous sommes en train d'accélérer cela. Est-ce que vous pensez que vous arriverez à vos fins? Est-ce que vous pensez que vous arriverez à conserver au moins le minimum? Ça, je ne suis pas pythoniste. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer, mais je peux vous dire que j'emploierai toute mon énergie pour parvenir à mon but. La loi prévoit que les propriétaires terriens peuvent garder un certain nombre d'hectares et leur habitation. Dans ce cas, comment allez-vous obtenir la maison de M. Wagner? Nous agirons en respectant la loi. Si la loi dit que M. Wagner doit garder sa maison plus 80 hectares, il la gardera. Mais nous continuerons à lutter pour que le terrain laissé passe aux mains des paysans, car nous savons que la loi a été faite par les patrons sans la participation des paysans. Si on vous prend votre maison, qu'est-ce que vous ferez? Je quitte le Chili, car je ne veux pas rester dans un pays où j'ai été répudié et rejeté dans ma qualité d'entrepreneur. Et aussi parce que je ne veux pas que mes enfants et ma femme supportent les conséquences d'un processus que je considère très injuste. De manera que me voy. Y especialmente porque no quiero que mis hijos y mi mujer sufran las consecuencias de un proceso que considero profundamente injusto. Une fois que vous avez exproprié ces
propriétaires terriens. Que faites-vous des terres? Est-ce que vous ne risquez pas de baisser la production agricole en morcelant ces terres entre plusieurs paysans? On ne les morcelle pas. Avec ces terres, on fait pendant 3 ans une société entre les paysans qui sont là et l'État. Et on exploite cette terre, cette ferme, d'une façon collective, dirigée par les paysans et aidée par les techniciens de l'État. Après 3 ans, d'après la loi, il faut donner la propriété de la terre aux paysans. Alors l'idée, c'est qu'on va transmettre cette propriété à une coopérative formée par ces paysans, non pas en petits morceaux individuels. La seule chose qui va être donnée aux paysans individuels, c'est leur maison et un bout de terre pour leur culture personnelle. Mais le reste sera maintenu en grande propriété coopérative, que c'est la seule façon, à notre avis, de faire une exploitation moderne, une exploitation efficiente. Au sud, près de Temuco, vivent environ 300 000 Mapuches. Ce sont les derniers Indiens du Chili. Une centaine d'entre eux viennent de se barricader dans cette propriété, ce fundo, comme on dit ici, après en avoir chassé le propriétaire et sa famille. Ils l'ont rebaptisé Campement Camillo Torres. Depuis plusieurs années, les Indiens Mapuches ont été politisés par le MIR, organisation d'extrême gauche née au sein de l'université. Avant la victoire d'Allende, le MIR n'avait jamais cru que les socialistes parviendraient au pouvoir par les voies légales. S'inspirant de Guevara et de Camillo Torres, ces militants propagèrent leurs idées parmi les populations marginales qu'ils incitaient à l'action directe. Les Mapuches, dont le sort misérable n'avait jusqu'alors intéressé personne, furent particulièrement sensibles aux arguments du MIR qui leur suggérait de reprendre les terres d'où jadis ils avaient été chassés. Cependant, toutes les tentatives qu'ils firent en ce domaine dans le passé furent durement réprimées par les forces de l'ordre. Aujourd'hui, convaincus de leurs droits, les Mapuches pratiquent la réforme agraire à leur manière. Ignorant les lois et les procédures administratives, ils s'emparent des propriétés qui entourent leurs réserves sans tenir compte de leur superficie. Le MIR, qui soutient politiquement le Front populaire, poursuit malgré tout son action parmi les Mapuches. Cette situation place le gouvernement qui tient à faire valoir sa fidélité aux lois et à la Constitution dans une position très embarrassante. Ana Pizarro, professeur de lettres à l'université de Concepción et militante du MIR, a vécu longtemps parmi les Mapuches. Oui, le compagnon nous explique qu'on a pris ce fundo pas par des raisons politiques, mais ils l'ont pris à cause de la pauvreté, à cause de la faim. C'est parce qu'ils voient que leurs enfants n'ont pas à manger, ils ne peuvent pas aller à l'école. Alors c'est pour ça qu'ils ont pris ce fundo, qu'il y a 105 familles qui sont ici et qui vont combattre jusqu'à la mort. Et pour rester ici et pour travailler ce fundo qui a une extension de 400 hectares. Et avant, ils étaient dans la cordillère des Andes, alors ils étaient dans la montagne avant. Non, ils étaient réduits autour de Fundo. Ils étaient réduits, cette terre avait été arrachée à eux avant. Ça fait 100, 200 ans. Et qu'est-ce qu'ils faisaient autour du fundo? Ils travaillaient pour le patron du Fundo. Mais alors, quelle était la situation justement de ces Mapuches dans la propriété? Ils avaient juste de quoi vivre, puis ils n'avaient même pas de salaire. Ils devaient travailler pour le patron. Puis le patron ne respectait pas non plus les lois sociales. Mais alors, ils ont l'air très politisés, là. Ils ont crié des slogans sur Che Guevara et tout ça. Alors là, le MIR a quand même fait un travail politique précis dans ce... Oui, c'est-à-dire, il y a le MIR, mais il y a aussi un jaillissement spontané à cause de la pauvreté même. C'est-à-dire que c'est un phénomène dialectique. Oui. Mais enfin, ils ont été quand même travaillés par le MIR pour... Exactement, par exemple, exactement. Justement, l'un des fonds de masse du MIR, c'est le mouvement paysan révolutionnaire. Par exemple, ce journal-là, qui est destiné justement aux Mapuches, là, c'est un journal qui est édité par le MIR, ça? C'est-à-dire par le mouvement paysan révolutionnaire, oui, l'un des fronts des MIR. Oui. Il dit, il n'y a pas de raison pour que la terre soit payée. Nous, on sait que les Espagnols n'ont pas acheté la terre aux Mapuches quand ils sont arrivés ici. Il suffit que la terre produise, il suffit qu'il y ait de la nourriture pour tous les Chiliens, il suffit avec ce qu'il y ait plus de production.
la terre ne doit pas être payée. Parce que si on payait la terre, alors il faudrait aussi payer le droit à l'air, il faudrait aussi payer le droit à l'eau. Alors, le fait que la terre doit être payée, comme l'a fait le gouvernement antérieur, c'est des mensonges du système capitaliste. Qui est-ce qui écrit ce journal? C'est-à-dire ce sont des militants du MIR, mais Mapuche? Oui, c'est justement des militants du MIR qui parlent ce langage. Alors on utilise leur même langage pour parler avec eux. Alors c'est même eux qui l'écrivent, c'est leur écriture. Et comment il s'appelle ce journal-là? Il s'appelle El Miliciano, ça veut dire le soldat, non pas de l'armée, mais le soldat du peuple. Autrement dit, le MIR essaie d'initier les Mapuches au marxisme, sans parler de Marx, et en utilisant un langage qui leur est directement accessible. Oui, c'est que justement pour eux, le communisme est un retour à leur état naturel. Enfin, pour eux, le communisme, c'est quelque chose qui sort naturellement parce qu'ils ont une tradition communautaire. Ils vivaient toujours en communauté. Ils ont toujours vécu en communauté jusqu'à ce que le blanc leur a arraché la terre. Et puis maintenant, ils l'ont récupéré. D'ailleurs, une Thomas, on l'a fait par la violence. C'est une prise de terre sauvage, la Thomas. C'est ça, avec des armes, avec des bâtons. Et là, le propriétaire s'est sauvé quand ils sont arrivés? Oui, ils partent. Et au fond, c'était des esclaves qui sont devenus libres, finalement. C'est ça. Ils habitaient dans un état de servage. Maintenant, c'est eux qui dirigent leur récolte et tout. Et pendant qu'Anna parlait, sur la route, le propriétaire voisin. Qu'est-ce qu'il va faire avec sa machine, là? ¿Por qué lleva usted su máquina? ¿Qué va a hacer con ella? Il faut retirer toutes nos machines, car si les Mapuches interviennent, on ne pourra plus les sortir et ils nous les prendront. Et qu'est-ce qu'il pense de la situation? Il pense qu'elle va s'améliorer? Si usted piensa que esta situación va a mejorar. Elle peut devenir très grave, mais définitivement, je crois que ça prendra un caractère de socialisme généralisé. Septiembre, ¿cómo decirte para que tú comprendieras que hoja de calendario nunca brilló con más fuerza, nunca brilló con más fuerza? Compañeros campesinos, pobladores y estudiantes, miren el sol de septiembre, regalando luz radiante. Miren el sol de septiembre, regalando luz radiante.